Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le débrief. 13 mois après l'extraordinaire exploit de la sélection nationale au Mondial du Qatar, dans lequel les Marocains étaient demi-finalistes et ils ont fini 4e, je ne vous apprends rien. Voici la même sélection qui s'apprête à briller en Côte d'Ivoire dans le cadre de la CAN 2024, Coupe d'Afrique des Nations bien entendu. Une équipe soudée entre ses joueurs et avec son coach Walid Regragui, mais surtout une équipe décorée par Sa Majesté le Roi et qui est en étroite communion avec son public. Le débrief n'étant pas un programme sportif, nous ne parlerons pas de l'aspect purement lié au football, mais de tout ce qu'il y a autour. Par exemple, le comportement des centaines de Marocains ayant fait le déplacement ou qui résident en Côte d'Ivoire, le retour qu'il aurait fait par la population ivoirienne, infiniment reconnaissante aux Marocains d'avoir permis de rattraper leur équipe et de lui permettre de poursuivre la compétition. Mais il y a aussi la géopolitique du sport, cette nouvelle discipline qui monte et qui gagne en importance. Les dimensions politiques et géopolitiques du sport ne sont pas nouvelles, mais elles induisent aujourd'hui des problématiques qui interrogent jusqu'au fondement du sport international moderne. Alors, quels sont les critères d'attribution des grandes compétitions sportives en cette fin de premier quart du XXIe siècle? Quelles sont les répercussions économiques et donc de puissance et d'influence des réalisations sportives d'une nation? Nous parlerons aussi de la charge géopolitique tout en symbole du Mondial 2030, mais nous évoquerons aussi le Mondial 2022 au Qatar et 2034 prévu et programmé en Arabie Saoudite. Et enfin, quid du marketing sportif qui doit accompagner, qui doit porter et soutenir aussi toute politique sportive nationale. Alors avec nous pour discuter de ces questions et surtout y répondre, trois spécialistes du sport, chacun à sa manière, chacun dans son domaine. Aziz Daouda, bonjour. Ou bonsoir plutôt, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes directeur technique de la Confédération africaine d'athlétisme, après le passé que nous connaissons tous avec l'athlétisme marocain. Merci d'être avec nous. Khalid Domo, bonsoir. Bonsoir, c'est Aziz. Merci d'être avec nous. Vous êtes analyste économique et vice-président du CAC. Connaîtra, bien entendu, pour ceux qui ne connaissent pas, pour les rares qui ne connaissent pas. Merci d'être avec nous. Alel Halichi, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté aussi notre invitation. Vous êtes doyen de l'Institut de sciences politiques, juridiques et sociales de l'Université Mondiapolis. Merci à vous trois. On y va. Alors, une phrase entendue lors de cette, souvent, phrase au pluriel, entendue plusieurs fois lors de cette compétition, en terre ivoirienne. Alors, la CAN n'est plus ce qu'elle était, il n'y a plus de petites et de grandes équipes, il y a bien plus de professionnalisme, ou encore, quand la CAN se joue, les championnats européens tournent au ralenti. Est-ce que vous pensez aussi, Aziz Daouda, à une évolution du football africain sur ces 10, 15, 20 dernières années? Certainement. Certainement. Puis cette formule à 24 équipes a montré que la décision était judicieuse et était intelligemment réfléchie, puisque ça nous a permis de voir plus d'équipes et aussi ça nous a permis de mesurer combien le football africain a évolué. Et il y a aussi en termes d'impact, mais aussi en termes d'impact technique, etc., mais aussi en termes d'économie. Cette Coupe d'Afrique a coûté, ou en investissement, je ne sais pas s'il faut utiliser le mot coûter, mais en investissement, c'est quelque chose comme 1,5 million de dollars, 1,5 milliard de dollars, 1,5 milliard de dollars d'investissement pour la Côte d'Ivoire. C'est près de 30 000 stadiers, donc c'est toute une entreprise. C'est plus de 6 000 accréditations. C'est aussi l'espoir pour la Côte d'Ivoire de faire évoluer son PIB, notamment la part du tourisme dans le PIB de Côte d'Ivoire. La part du tourisme est de 7,3% aujourd'hui, estimée à 7,3% aujourd'hui. Et la Côte d'Ivoire espère monter à 10% immédiatement après la CAN par le capital sympathique qu'elle est en train de construire. Parce qu'aujourd'hui, il y a 180 pays qui transmettent cette compétition. C'est pas anodin, c'est quasiment dans toutes les langues du monde. Donc le monde entier parle aujourd'hui de Côte d'Ivoire, entend parler de Côte d'Ivoire, contemple la Côte d'Ivoire, parce que pendant 90 minutes lors d'un match, vous avez la Côte d'Ivoire en face de vous, ses infrastructures, son public, sa culture, sa façon d'être, et puis cette fête extraordinaire que les Ivoiriens sont en train d'offrir à l'Afrique, et les Africains entre eux aussi, parce qu'il y a aussi le public et les supporters des différentes équipes qui contribuent à l'enrichissement de la compétition. Et c'est ça qui dénote par rapport aux autres compétitions continentales. Quand vous regardez la compétition européenne, etc., la compétition européenne, c'est beaucoup de consommation de bière et pas plus. Alors que là, c'est la fête. C'est la fête, c'est un brassage de cultures invraisemblable. Le continent africain est le continent le plus vaste aujourd'hui. Oui. Quand vous faites Casablanca, Johannesburg, Casablanca, Cape Town, c'est comme si vous faisiez Casablanca, New Delhi ou Casablanca, Tokyo. Donc l'Afrique est énorme, et avec une multitude de cultures. Parce qu'on a tendance, le narratif colonial faisait penser que l'Afrique était un petit continent où tous les Africains se ressemblaient, qu'ils avaient la même langue, la même culture, la même ceci, la même cela. C'est pas vrai du tout.
L'Afrique est d'une richesse invraisemblable et la CAN permet justement de montrer tout cela et de permettre à la jeunesse africaine de se rencontrer. Alors ça, c'est le côté spectacle, le côté financier aussi, économique. Pour le championnat européen, il n'y a pas que les bières, comme on va pas s'arrêter sur ça. Il y a de la fête. Non, comme fête. Il y a de la fête, mais beaucoup. En Afrique, il y a aussi beaucoup de spectacles, beaucoup de couleurs, beaucoup de jaillissements de choses extrêmement positives. Et sur le plan sport, foot. Pour répondre plus précisément, est-ce qu'il y a plus de petites équipes aujourd'hui qu'avant? On remarque quand même qu'il y a certaines équipes au début de la compétition qui se sont illustrées et qui n'ont pas l'habitude de s'illustrer, comme la Mauritanie, comme la Guinée équatoriale, etc. Et des équipes qu'on attendait plutôt comme favoris, comme le Cap-Vert. Exact. Il n'y a plus de petites équipes, mais il y a de grandes équipes quand même. Eh ben non, justement, parce qu'on attendait des favoris. C'est eux qui ont le plus souffert d'ailleurs. Le Ghana est parti, la Tunisie est partie, l'Algérie est partie. Le Cameroun est passé dans la douleur. Donc il y a des grandes équipes. La Côte d'Ivoire est passée dans la douleur. Oui, effectivement. Donc on peut plus venir à une compétition internationale comme la CAN et dormir sur les lauriers et se dire on est les premiers au classement FIFA ou premiers africains au classement FIFA et se dire on va remporter la Coupe d'Afrique les doigts dans le nez. Il faut prendre cette compétition différemment parce que aussi les équipes africaines ont beaucoup travaillé au niveau des infrastructures pour la préparation. La plupart des joueurs ils évoluent dans des championnats étrangers. Aujourd'hui, si vous prenez la Ligue 1, c'est 107 joueurs africains. Donc automatiquement, quand ils sont plus là et qu'ils sont à la CAN, le niveau de la Ligue 1 baisse énormément. Et donc, les équipes doivent jouer match par match et essayer de s'imposer à chaque fois pour pouvoir soulever le sacre final. Là, on est à ce moment de la compétition, on a marqué 89 buts. Et c'est un petit peu un record pour 36 matchs. Je me rappelle du chiffre, ça fait 2,47 de moyenne par match. Voilà, donc 2,47 par match, c'est énorme. Donc c'est qu'il y a du spectacle dans le football africain. Et puis là, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire qu'à partir des huitièmes de finale, il faut s'imposer à chaque match, sinon on quitte la compétition. Donc le Maroc va jouer l'Afrique du Sud. C'est un match qui est difficile, mais qui va se jouer dans de meilleures conditions climatiques, parce qu'on a vu aussi la géopolitique du climat dans cette Coupe d'Afrique des Nations. On retrouve un peu partout. Ouais, parce que jouer à 35 degrés avec des 75 à 90% d'humidité, pour les organismes, c'est pas évident. J'ai jamais compris ça, parce qu'ils sont 22 à jouer dans les mêmes conditions climatiques. Il ne fait pas plus frais dans un côté que dans l'autre. Oui, mais le spectacle est moins bon. Et puis on peut pas. Et puis si on a l'habitude de jouer sur 90 minutes et peut-être donner pendant 60 ou 75, avec ces conditions, moi j'ai remarqué qu'on fait une mi-temps convenable à chaque fois qu'il fait très chaud. Et puis la deuxième, c'est de la gestion. On gère pour ne pas avoir de blessés, etc. Donc. Ali Harissi. Oui, évolution, pas du football africain au niveau organisation, au niveau jeu, au niveau approche organisationnelle ou marketing. Comment ça se passe pour cette CAN? On peut dire que le football africain, il décolle. Il décolle avec l'Afrique qui veut décoller, qui a un challenge pour décoller. Le foot ou le sport est un instrument aussi de puissance, est un instrument de puissance aujourd'hui de par les retombées, que ce soit pour le spectacle, qui est toujours beau, bien sûr, à regarder et à voir avec une telle compétition. On voit vraiment la participation et les gens, c'est-à-dire les équipes. Il n'y a plus de petites équipes, comme vous avez dit, cette envie, ce désir d'aller et de gagner. Donc, cette qualité de champion. Et là, les retombées sont aussi très importantes. Donc, le football africain évolue énormément de par le nombre de footballeurs africains qui évoluent dans les compétitions, c'est-à-dire les plus connus dans le monde, surtout en Europe, que ce soit en France, que ce soit en Angleterre, que ce soit en Allemagne, que ce soit en Espagne, que ce soit en Italie, en Hollande. Donc c'est vraiment une démonstration que ce football-là, il est en train d'évoluer. Et aussi, il y a une évolution dans le sens de l'organisation. On voit une très belle organisation de la Côte d'Ivoire, on voit de très beaux stades, on voit un public qui est quand même, qui
qui adhère, qui s'implémente à ce spectacle. Il fait partie, c'est-à-dire nous avons comme si c'était un tableau, un Picasso avec plusieurs cadres, plusieurs images qui nous renvoient chacune à l'évolution du sport en Afrique. De très belles pelouses à Siali. Exactement. Aujourd'hui, on en a de très belles pelouses par rapport aux éditions précédentes. Donc tout ça, c'est du pain béni pour le football africain. Alors quand on parle de 180 transmissions dans les pays, ça veut dire d'autres retombées, les retombées bien sûr économiques, et puis sur le plan de tourisme et d'autres retombées bien sûr. Alors quand on parle de ce genre de choses, on va arriver, vous en parlez tout à l'heure, Aziz Daouda, on parle toujours des grandes compétitions internationales comme des leviers économiques. Alors, on sait que pour la Grèce, par exemple, pour les Jeux Olympiques il y a une vingtaine d'années, ça ne s'était pas très bien passé. Est-ce qu'on peut considérer que c'est véritablement un développement par le prestige, par les retombées économiques, par les investissements, ou alors un endettement, ou alors un étirement social, pour dire les choses comme ça? Qu'est-ce que vous pensez de ce genre de compétition? Parce qu'il y a beaucoup d'argent qui rentre dedans. Malheureusement, il y a beaucoup de mauvais exemples comme ça. Vous avez cité la Grèce, mais on peut parler aussi d'Afrique du Sud elle-même, on peut parler du Brésil. Beaucoup de pays ont eu des difficultés économiques à la suite de l'organisation de grandes manifestations internationales. En fait, si on regarde la manifestation en elle-même, il faut faire très attention parce que les instances internationales sportives sont de plus en plus gourmandes. Ils ont des cahiers de charges avec des conditions véritablement démesurées, véritablement capricieuses plus qu'autre chose, en toute sincérité. On va exiger de vous un certain nombre de places de journalistes dans un centre de presse et quand vous allez y aller pendant la compétition, il ne va même pas être occupé à 50% ou à 30%. C'est quand même des investissements très lourds. On va exiger de vous beaucoup de choses, des studios sous les tribunes, enfin des choses comme ça, qui vont servir peut-être une quinzaine de jours et par la suite ne vont plus servir à quoi que ce soit. Donc c'est au pays organisateur aussi de savoir se maîtriser, mais aussi d'accompagner ces investissements avec des mesures pour pérenniser la chose. Bon, si vous investissez dans des routes, c'est toujours parfait. C'est extraordinaire, c'est quelque chose que vous allez garder, dont vous allez bénéficier. Mais si vous n'investissez que dans des stades, c'est de la perte sèche. C'est de la perte sèche parce que les instances internationales exigent de vous des infrastructures et des aménagements qui ne servent plus à rien pendant un championnat national. Vous voyez, donc la pelouse va rester là, évidemment, les tribunes, etc. Mais tout le superflu à côté qui va servir pendant la compétition risque de ne plus servir. C'est à moi d'organiser une autre compétition dans des délais brefs, mais sans investissement, pour mutualiser, si vous voulez, la dépense sur 2 compétitions données. C'est très compliqué. Mais je pense que nous devons faire confiance à l'intelligence de nos décideurs, puisqu'il s'agit de nous aussi, puisqu'on reçoit en 2025 et on reçoit en 2030 la Coupe du Monde, pour que tous les investissements soient effectivement bien réfléchis et qu'on n'aille pas dans le superflu et de maîtriser un peu les choses, notamment dans les exigences FIFA, dans l'exigence CAF. Moi, j'ai vu des stades en Afrique qui ont été construits à l'occasion des compétitions africaines de football et qui sont dans un état lamentable aujourd'hui. Parce qu'ils ne servent plus, tout simplement. Donc il faut savoir mettre le curseur là où il faut, de manière à avoir des investissements. Exactement, de façon à ce que ce soit véritablement... La compétition en elle-même n'est pas rentable, mais c'est après la compétition. Et donc, les investissements doivent être menés de façon à ce que par la suite, ça puisse être bénéfique. Ali Harichi, vous pensez aussi que ça peut présenter un risque économique? Parce que bon, si on voit l'argent qui est mis là-dedans, c'est forcément de l'argent qui va être enlevé à autre chose, peut-être des secteurs sociaux. Je parle surtout des pays en développement. Oui, il y a des exemples qui ont été cités. Vous avez parlé de la Grèce, il y avait le cas du Brésil pour la Coupe du Monde, peut-être pour l'Afrique du Sud aussi. Maintenant, c'est une forme de gouvernance. C'est-à-dire, vous organisez une manifestation internationale sportive qui va avoir des retombées à plusieurs axes et à plusieurs niveaux. Et en même temps, il faut savoir diriger là où vous allez investir. Si on prend le cas de la Coupe du Monde du Maroc, je pense qu'on avait déjà débattu ici de cela avec des chiffres sur les 5,1 milliards ou les 52 milliards de dirhams que le Maroc doit mettre avec les 2 autres pays. Nous avons vu la destination. 5 pour le Maroc et autant pour chacun des pays. C'est 15 milliards de dollars. C'est ce qu'a fait le Brésil tout seul. On est d'accord. C'est ce qu'a fait le Brésil tout seul. Chiffre d'aujourd'hui. Chiffre d'aujourd'hui. D'ici Ça va certainement. En fait, sur la projection,
les chiffres étaient clairs, c'est-à-dire combien pour les routes, combien pour les réseaux, enfin la 5G, combien pour l'hôtellerie, combien. Et tout cela rentre dans une. Et même l'investissement de l'État, c'est-à-dire ça ne va pas peser sur la trésorerie dans le sens où nous avons vu comment cela a été réparti, d'autant plus que beaucoup de choses ont été déjà faites. Maintenant, les retombées sont très importantes d'un point de vue, bien sûr, de visibilité dans le monde. Déjà, le Maroc, avec la Coupe du Monde du Qatar, en participant avec un résultat extraordinaire, être quatrième du championnat mondial, c'est-à-dire de la Coupe du Monde, ça a donné une grande visibilité au Maroc. Bien sûr, il était visible, mais sur le point de vue touristique, les gens étaient curieux et on a eu beaucoup de personnes qui sont venues au Maroc pour voir ce pays-là, quelle est cette équipe. Maintenant, c'est des gens qui vont se déplacer pour voir soit une Coupe d'Afrique. Je me rappelle, il y avait 1 milliard de recherches sur le mot Maroc après le quart de finale. Et puis après, on a eu 13,2 millions de touristes en 2023, qui est un record. Donc il y a des retombées, effectivement. C'est exactement l'objectif. Et effectivement, il faut que ça soit fait intelligemment. Il ne faut pas faire comme ont fait certains pays parfois. Bon, ils ont les moyens. Le Qatar, c'est 220 milliards d'euros ou de dollars. C'est énorme. Bon, mais au vu des moyens qu'ils ont, ils cherchaient d'autres retombées, puisque le Qatar s'inscrit dans le soft power culturel, éducatif et sportif. C'est plutôt d'ordre moral. Maintenant, le Maroc, effectivement, d'un point de vue soft power et d'un point de vue géopolitique, c'est un très bon instrument de puissance, une organisation à la mesure et à la taille du Maroc, et surtout aux moyens du Maroc. C'est-à-dire nos ambitions sont à l'équivalent de nos moyens. Nous n'avons pas la tête... comme certains voisins qui disent qu'ils ont tout, finalement, ils ont des terrains qui ne servent à rien, si j'ai bien lu votre déclaration tout à l'heure. Mais avoir des terrains au Maroc, même les terrains, servent à quelque chose, en dehors du championnat national. Pourquoi ? Beaucoup d'équipes de l'Afrique subsaharienne viennent au Maroc, soit pour s'entraîner dans des terrains marocains, c'est-à-dire pas seulement les terrains où on joue, ou bien carrément viennent jouer au Maroc pour les qualifications. Donc voilà des retours qui sont à la fois économiques et à la fois géopolitiques. Et ça, c'est très important dans une vision globale pour le Maroc qui est le rapport sud-sud et aussi une ouverture vers l'Atlantique. Donc pour le Maroc, je pense, l'organisation, que ce soit de la Coupe d'Afrique ou de la Coupe du Monde, est un triomphe d'abord pour dire, voilà, nous sommes là, c'est une crédibilité, nous sommes crédibles et on nous accorde de la confiance et les retombées vont arriver avec. Quelque chose me dit que vous avez des chiffres. Non, pas nécessairement, mais bon. Parce que justement, je vais lier cette question avec l'autre sur le marketing sportif, où j'ai vu un de vos articles dernièrement, il y a pas mal de chiffres. Oui, donc on est pour parce qu'on n'a pas fait beaucoup d'études sur les retombées du sport au niveau national. Et j'ai écrit un article là récemment où on sait qu'aujourd'hui le marketing sportif, en fait, le sport c'est du privé et du public. Le privé au Maroc rapporte à peu près 1,56 milliard de dirhams. Et donc, il emploie 115 000 personnes. Et on peut aller jusqu'à 240 000 personnes, selon certaines, 240 000 personnes qui travailleraient dans le sport, dont 21% de femmes. Donc ça, c'est pour les chiffres. Donc on a encore une très forte marge de progrès. C'est-à-dire maintenant, pour dire les choses autrement, actuellement, officiellement, nous avons 1% de la population active du Maroc qui est dans le sport. Qui est dans le sport. Et ça peut aller jusqu'à 2% si on part du principe qu'on a une population active de 11 millions. Exactement. Et en fait, comme a dit Aziz, l'investissement dans les infrastructures, en fait, il faut le considérer comme un investissement à long et très long terme. En fait, même si on travaille pour 2030, en fait, on va laisser en héritage à nos enfants des infrastructures sportives, et c'est très très important dans le management du sport. Moi, personnellement, je m'étais déplacé à un moment en Tunisie avec l'équipe du CAC et j'ai remarqué que des gens qui avaient des hôtels construisaient autour de ces hôtels des stades de football pour recevoir des équipes du Qatar, du Koweït, une équipe marocaine, etc. Et c'est une manière de rentabiliser les résidences et les hôtels. Parce que quand vous vous déplacez à 30 personnes et que vous restez 15 jours ou 3 semaines, c'est une manière de rentabiliser. Donc en fait, l'infrastructure, il faut qu'elle soit là. En fait, si le football africain s'est développé, c'est notamment grâce à de nouvelles infrastructures sportives.
Là, on parle du football, mais si on parle de tennis, à un moment, on avait des infrastructures magnifiques. Pour l'athlétisme, c'est Aziz vous le dira, on avait Ifrane, on avait des endroits magnifiques. Et c'est le seul moyen d'être compétitif à l'international. Maintenant, pour les chiffres, je vais vous donner quelques chiffres que j'ai ramenés avec moi ici. Pour les droits télé, parce qu'en fait, le football, quand on parle du football, on parle souvent des gens qui sont dans les stades, mais on ne parle pas des droits TV. Alors, les droits TV, on a, par exemple, pour la première ligue, c'est le championnat anglais, 3 518 millions d'euros. Donc 3,5 milliards. Ouais, de gains pour la Champions League, qui est suivie par la Liga avec 2049 millions d'euros, par la Bundesliga, le championnat allemand, à 1460, par la Serie A, à 1123, et la Ligue 1 qui arrive que 5e avec 687. Ça, c'est les Européens. Est-ce que vous avez les chiffres Pourquoi alors pourquoi je vous ai parlé mondiale En fait, c'était pour vous parler de la Saudi Pro League, qui aujourd'hui est le pays qui émerge en fait en diplomatie sportive. Et eux, ils sont aujourd'hui à 112 millions d'euros en 2022 et ils veulent passer à 450 millions d'euros en 2030. Ils veulent multiplier par 4 donc les recettes des droits télévision. Donc c'est très très important de pouvoir avoir les infrastructures pour recevoir. Aujourd'hui, on a remarqué, en 2022, c'était la Coupe du Monde au Qatar. Et aujourd'hui, là, au moment où on parle ensemble, il y a les Jeux asiatiques qui se déroulent une autre fois au Qatar. Donc c'est le fait d'avoir des infrastructures qui sont de niveau international, ça permet de recevoir à plusieurs reprises des grandes manifestations sportives, et pas que sportives. Parce qu'en Europe, on a remarqué qu'en fait, les stades sont utilisés aussi pour recevoir des chanteurs, pour faire autre chose. En fait, il faut viabiliser l'infrastructure sportive. Donc, et dans l'article que j'ai écrit là récemment, j'explique en fait une des grandes problématiques de la maintenance des infrastructures sportives, c'est qu'en fait, elle est toujours entre les mains des mairies. Et les mairies n'ont pas les moyens de gérer de manière journalière les stades. Donc automatiquement, il faudrait peut-être penser à la gestion déléguée des stades aux équipes, que ce soit des bails amphithéotiques ou des choses dans le genre, pour que en fait, le football se professionnalise réellement. C'est-à-dire qu'on ne reprend plus... C'est pas déjà le cas ? Non, aujourd'hui, c'est du bénévolat. Vous allez dans la plupart des équipes, les présidents, ce sont des bénévoles qui donnent de l'argent de leur poche. Et quand ils sont là, ça marche. Et le jour où ils ne sont plus là, il n'y a pas une réelle institutionnalisation du sport. L'institutionnalisation du sport viendrait justement par le fait que les équipes récupèrent les stades et avec ça amènent des investissements. Parce que maintenant, même en Europe, si on parle de Manchester City ou du PSG, etc., ce sont des équipes qui sont financées par les monarchies du Golfe, qui ont racheté certaines équipes, même récemment en Angleterre. Et donc, ça aide à faire quoi ? Ça aide en fait à financer un secteur à forte intensité capitalistique, qui a besoin de capital, tout en n'obérant pas le budget de l'État. Donc en fait, c'est win-win. C'est des gens qui viennent, qui investissent de l'argent comme au PSG, qui donnent une visibilité plus grande au football et qui, bien sûr, récupèrent une partie des investissements qu'ils ont fait. Donc finalement, si je dois résumer ce que vous avez dit, c'est pour organiser ce genre de compétition, c'est être fiable pour l'extérieur, raisonnable pour l'intérieur, en interne, et aussi développer tout ce qui est management sportif qui passe avec le marketing sportif. Exact. Alors on a encore quelques semaines ou mois pour faire ça parce qu'on a vraiment... Si vous permettez, ça c'est légèrement avant et longtemps après. Surtout le après. Surtout le après. C'est légèrement avant, j'ai dit, beaucoup après. Parce que pendant, c'est l'instance internationale qui récolte tout. D'accord. La compétition ne nous appartient pas, nous sommes le pays hôte, mais la compétition va appartenir à la CAF pour ce qui est de 2025 et à FIFA pour ce qui est de 2030, et c'est eux qui récoltent les recettes. C'est pas... Oui, mais on récolte quand même quelque chose, à part oui, mais en termes de marketing, etc., parce que c'est là où ça paye le plus. Plus le tourisme. Oui, mais ça, c'est chez nous. Le transport, la logistique, la santé, tout ce qui va avec. Parce qu'on va faire des préparatifs qui vont nous rester après la Coupe du Monde. Alors, puisqu'on parle du social, allez hop, on fait un changement d'aile, c'est comme ça qu'on dit pour rester dans... on va partir sur notre extraordinaire public. On a vu les images.
On a vu les chants, on a vu les danses, on a vu les couleurs, que ce soit dans le terrain, que ce soit dans les stades ou dans les rues. On a vu ça au Qatar, ça a été confirmé encore en Côte d'Ivoire. On sait que les tifos marocains, enfin que les gradins marocains figurent parmi les meilleurs au monde. Qu'est-ce que vous avez à dire sur le public que vous connaissez bien? En fait, le public... Vous en faites partie. Oui. Le public marocain, il force l'admiration. À chaque fois qu'il se déplace dans un pays, il respecte le pays où il va. Il respecte la culture du pays où il va. Il respecte les habitants du pays où il va. Et ce public-là, en même temps, lui-même est un instrument de soft power parce qu'il porte en lui une culture millénaire. Ce public-là, il représente un pays qui a plus que 12 siècles d'existence en tant qu'État constitué, avec un pouvoir central. Donc ce public-là, il va dans un pays, c'est une culture. C'est vraiment... Et aujourd'hui, on l'a vu en Côte d'Ivoire, et on l'a vu au Qatar, et on le voit même dans les déplacements, que ce soit pour le Maroc, que ce soit pour des équipes marocaines qui vont jouer, c'est-à-dire pour la compétition de la Champions League africaine, quand le public marocain, il respecte, et c'est pour cela qu'il y a de l'autre côté le témoignage du respect, et pour ce public, et pour le Maroc. Effectivement, ce qu'on a vu à Qatar, moi, en Côte d'Ivoire, j'étais très séduit par des jeunes, et des jeunes influenceurs qui sincèrement, qui sont partis soit en trotteur, ils se sont déplacés, ils ont fait la Mauritanie, le Sénégal, et puis d'autres pays, puis jusqu'à la Côte d'Ivoire, et à chaque fois, ils s'arrêtaient. Ils faisaient connaître ce Maroc. Et j'ai vu sincèrement, il y a une forme de séduction et qui est spontanée. Ce qui est important, c'est qu'il est spontané. C'est un public spontané qui partage, qui est très généreux par les émotions, partout en fait, et cela nous donne beaucoup de respect par rapport à notre pays, parce que ces gens-là nous représentent. Ce sont nos meilleurs diplomates aujourd'hui, et sincèrement, ça ne vient pas de rien. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un pays qui a 12 siècles, c'est une culture qu'il porte. Et cette culture-là... apaisé, en paix avec lui-même. Je vois qu'il y a écrit le 12e homme. En fait, c'est le 12e homme, mais c'est aussi le meilleur représentant, le meilleur diplomate. C'est le meilleur diplomate du Maroc, bien sûr, avec une équipe marocaine très soudée, comme vous avez dit au début, avec une équipe marocaine qui sait partager. En parlant même du football, quand Ziyech marque le but, tout le staff et lui-même, il va chez l'entraîneur, le coach Walid, et il lui met un cœur, c'est-à-dire nous sommes avec vous. Voilà un public. Vous êtes suspendu provisoirement. Voilà. Provisoirement. Tout ça, ça témoigne de quoi? Ça témoigne d'un peuple apaisé et d'un peuple qui est dans la conciliation, dans la tranquillité. Et ça, c'est le Maroc. C'est le Maroc qui est vraiment je cherche le terme. Un pays de tolérance. Oui, un pays de tolérance, mais c'est un carrefour. Nous sommes un carrefour des civilisations. Qui a porté des civilisations et qui sait les porter et les transmettre à d'autres. Ce qu'on a remarqué aussi, c'est que, comme vous l'avez si justement dit, on respecte la culture de l'autre, mais quand on voit les nôtres en train de faire la fête en Côte d'Ivoire ou au Qatar, on rentre aussi nos traditions à nous, nos bendir, nos tareja, nos manières de faire, en respectant la culture des autres. Il y a eu une adhésion, je vous vois. Oui, c'est une fête. Et en fait, quand on dit folklore, c'est la forme sans le fond. Donc on voit Zeyl Mghribi, ils s'habillent marocain, ils chantent, ils dansent, ils mettent de l'ambiance. Et non seulement ça, mais les résultats en fait de l'équipe nationale au Qatar ont créé vraiment une atmosphère énorme autour de cette équipe. Ils sont très très bien reçus, même par les pays hôtes. Alors le Maroc a été porte-étendard des pays arabes et africains au Qatar parce qu'on est allé justement en demi-finale, alors que les autres pays africains sont sortis rapidement, ou arabes sont sortis rapidement de la compétition. Donc on était le porte-étendard. Et cette fois-ci, on sauve le pays organisateur en jouant à fond le coup et en battant. On le sauve, ça ne veut pas dire qu'on le on le repêche. Disons qu'on a contribué à son rattrapage, effectivement. Oui, on l'a repêché. Il fallait absolument qu'on gagne la Zambie pour repêcher le pays hôte. Déjà, la Côte d'Ivoire est un pays frère et ami. Et avec ce match contre la Zambie, on est encore plus aimé en Côte d'Ivoire. Alors, puisque vous avez parlé de Qatar, Aziz Daouda, ça me rappelle quand
quand il y avait le match juste avant la demi-finale Maroc-France, il y avait sur la télé française, et on demandait donc, on posait des questions aux Marocains qui étaient qui étaient dans les rues. Et si le Maroc gagne, vous faites quoi? On fait la fête. Et si c'est la France qui gagne, le Maroc qui perd la demi-finale, on fait la fête. On est là pour faire la fête. Le football est une fête. Vous avez constaté ça aussi dans les années où vous accumulez, vos champions accumulez les médailles? Nous sommes véritablement un peuple de partage. C'est en nous. Nous partageons tout. Nous partageons tout dans les quartiers, nous partageons avec le voisin, nous partageons avec le prochain, et nous partageons aussi quand on se déplace, notamment en communauté comme ça, parce que les publics se déplacent aussi en communauté. Et les Marocains se sont investis justement de cette responsabilité de bien représenter leur pays, mais aussi de le faire aimer. Parce qu'on a tous en nous cette fibre humaine, de contact, de chaleur, on a ça, c'est inné en nous. Voilà, c'est comme ça qu'on est. Et donc, en fait, quand le public se déplace, il se sent investi d'une mission. C'est celle d'aimer justement le prochain. Et d'ailleurs, au Qatar, les publics se retrouvaient sur Waqf, parce que c'est la grande place de Doha. Et chacun y allait de ses chants, de ceci, de cela. Mais les Marocains se distinguaient par quelque chose. Et bien, ce quelque chose, c'est ce qui fait la particularité du Maroc. C'est peut-être perceptible, mais c'est aussi imperceptible, parce que ça vient du cœur. C'est la convivialité, la sociabilité du Marocain. C'est Hna. Et puis il faut savoir, que en fait, en plus, la Côte d'Ivoire, c'est un melting pot et que 25% des habitants de Côte d'Ivoire ne sont pas ivoiriens. Donc c'est un pays aussi également qui est ouvert au reste du monde. On sait que le Jali al-Maghribiya là-bas, elle est importante. Donc, et on vit en parfaite harmonie avec ce peuple, même avant la CAN. Donc ce n'est qu'une suite logique de l'historique de l'amitié entre les deux pays. Alors on va passer maintenant au côté plus géopolitique du sport. Jusque-là, les Coupes du Monde alternaient globalement entre l'Europe et l'Amérique. Généralement l'Amérique du Sud, jusqu'à ce que les États-Unis aient commencé à s'intéresser à ça il y a une trentaine d'années. On se rappelle dans les années 94, je pense. Bien, maintenant, sur 4 compétitions, 2022, 2026, 2030, 2034, ce sont 3 pays arabes qui sont là. Comment vous pourriez lire ça? Ces pays arabes ont compris que aussi le sport est un instrument de puissance dans la géopolitique mondiale. Quand on parle de la puissance, c'est le fait d'un État A qui peut convaincre un État B de faire quelque chose ou d'adhérer à une action qu'il est en train de faire. Le foot ou le sport ou la culture ou l'éducation sont des instruments qui ont été très bien définis par Joseph Ney, donc, qui a créé ce principe et qui a parlé le premier de ce principe de soft power en 92 où il a publié son livre. Et nous avons compris, ces pays arabes, quand vous parlez par exemple du Qatar, depuis 1995, il a compris qu'un pays comme le Qatar, pour survivre, pour avoir une image, pour avoir une force d'influence, faut compenser la petite taille, même avec la richesse, il faut compenser par pour ne pas avoir arrivé ce qui est arrivé à un pays voisin, je pense au Koweït, avec l'Irak. Alors, il fallait compenser. Donc, ils ont commencé par les médias, et c'était l'arrivée de Al Jazeera. Ils sont passés à l'éducation et au sport. Au Qatar, il n'y a pas eu que la Coupe du Monde. Il y a le rallye du Qatar, il y a l'Open du Qatar. Plein de championnats du monde, de Coupe du Monde, de handball, de tennis, de basket. L'Open, par exemple, qui sont classés, le rallye. Sport automobile. Donc, le Qatar a investi. Et puis, il y avait une fondation du Qatar, c'est-à-dire pour faire cela, dont vous avez parlé tout à l'heure du Paris Saint-Germain, était dans l'achat de ce club-là pour avoir une présence, c'est-à-dire une forme d'influence géopolitique. L'Arabie Saoudite, c'est la même chose. L'Arabie Saoudite est aujourd'hui l'un des plus grands... Paris-Dakar, il se fait aujourd'hui en Arabie Saoudite, depuis 2020. La Coupe du Monde... On n'appelle plus le Paris-Dakar. Dakar parce qu'il est Paris. C'est l'appellation, elle est partie vers l'Amérique du Sud, l'Argentine, et puis ils sont restés, je pense, de 2010 à 2019, mais depuis 2020, c'est en Arabie Saoudite. Il y a eu l'une des plus grandes compétitions d'équitation se font en Arabie Saoudite. Il y a maintenant les Jeux, en dehors de la Coupe du Monde, les Jeux d'hiver de 2029 qui vont être en Arabie Saoudite. Et puis, vous avez parlé du championnat. Donc, ils sont en train de travailler sur ce championnat de l'Arabie Saoudite avec des grandes stars pour essayer
de le classer parmi les meilleurs championnats du monde parce que c'est un instrument de puissance. Le Maroc est un pays du sport. C'est un pays où l'Arabie Saoudite aussi, ils ont beaucoup de foot. Alors, le Maroc a compris bien avant les deux autres pays parce qu'il est candidat à l'organisation du mondial depuis 30 ans. Depuis à la fin des années 80 de mémoire. C'est la 6e fois, oui. Et en fait, le Maroc a commencé depuis l'indépendance. Depuis l'indépendance. Les Jeux Panama. Exactement, les Jeux méditerranéens. Ça, c'est intéressant. C'est juste pour dire que c'est une forme de puissance, d'instrument, et c'est un instrument de soft power qui se fait par la culture. C'est un moyen de séduction et c'est un moyen de présence. Aujourd'hui, c'est très bien que 3 pays arabes sur 4 Coupes du Monde soient les organisateurs. Alors, Aziz Daouda, Ali Halachi nous dit que les pays arabes ont finalement compris que, j'ai apporté cette remarque, que le Maroc a été précurseur parce qu'il avait pensé à ça bien avant. Vous avez apporté votre remarque aussi, mais il ne s'agit pas uniquement que les pays arabes comprennent ce qu'est le sport pour eux, l'importance du sport, mais il s'agit aussi pour les organismes internationaux de faire confiance à ces pays arabes et de leur confier ce genre d'organisation. Alors justement, sur les 12 ans qui arrivent, à commencer par 2022, il s'est passé quoi pour qu'il y ait ce changement? Il y a 2 façons de prendre la décision pour les instances internationales. Ils vont là où il y a de l'argent, déjà, au départ. Ils vont aux États-Unis parce que c'est la première puissance économique. Quand les États-Unis ont manifesté le vœu d'organiser la Coupe du Monde, je vois mal une fédération internationale résister, dans n'importe quel sport, pas uniquement au football, résister à un appel des États-Unis. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut évacuer rapidement. Après, vous avez des pays justement comme le Qatar, parce qu'il y a aussi la puissance financière, parce que c'est des gens qui vont répondre à toutes les conditions requises, enfin pas requises, mais imposées, parce qu'elles ne sont pas requises des fois dans le football, c'est juste qu'elles sont imposées. Et donc, c'est des pays qui ont cette capacité. Mais à côté de ça, vous avez une autre catégorie de pays, comme nous, l'Espagne et le Portugal, qui nous ne sommes ni des puissances économiques, disons, exceptionnelles, ni des puissances financières capables de s'acheter n'importe quoi, et notamment un spectacle sportif. Nous sommes des pays de culture et de football. Et c'est peut-être comme ça que nous avons convaincu, avec cette candidature à 3, que la meilleure façon de servir justement le sport, c'est aussi d'organiser dans ce genre de pays, où ça n'est pas le côté financier qui est important, mais c'est beaucoup plus le côté développement, pour ce qui est du Maroc, pour ce qui est de l'Espagne et du Portugal aussi, parce que le Portugal aussi entend profiter de la compétition pour se développer davantage comme accélérateur de développement. Et en même temps, permettre un échange entre des continents, un échange entre les cultures, mais vraiment dans l'esprit du sport. Parce que ça va être une Coupe du Monde dans la culture, une Coupe du Monde dans l'esprit véritable du sport, qui est l'échange d'abord. Parce qu'il y a des compétitions qui n'ont plus de compétition que l'appellation, parce qu'elles sont beaucoup plus commerciales, beaucoup plus économiques qu'autre chose. C'est que le sport est un alibi économique pour certaines manifestations. Mais pour d'autres, et ça va être le cas en 2030, c'est pour ça que les Marocains doivent se saisir de cela. Et en cela, il y a un effort à faire aussi sur nous-mêmes. Parce qu'à aujourd'hui, nous avons un problème assez important. C'est que nous sommes un public de supporters de l'équipe nationale du Maroc. Sommes-nous un public de football? C'est-à-dire que demain, quand il va y avoir un match Croatie-Thaïlande, combien de spectateurs on va avoir sur le terrain? Mis à part disons, les Thaïlandais et les Croates qui vont venir, qui sont quelques centaines, quelques milliers, il faut aussi qu'il y ait des milliers de Marocains. D'après vous, il y aura quoi? D'après vous, tiens, je vous pose la question, Aziz Daouda. C'est quelque chose sur lequel on doit travailler, parallèlement avec parce que c'était aujourd'hui, d'après vous, aujourd'hui, on aurait des stades vides. On a vécu, écoutez, l'expérience. Parce que je ne sais pas si les gens vont vraiment voir le foot ou alors vont à la fête qu'il y a autour du foot, parce qu'il y a toujours une fête, même quand c'est les 2 pays que vous avez cités. Voilà. Si enfin, vous vous rappelez certainement, notre génération a vécu ça, la Coupe d'Afrique qu'on a reçue au Maroc. Oh, c'était en 88, on s'en rappelle. Il y a eu pas loin d'ici, au complexe c'était il y a 35 ans. Pas loin d'ici, au complexe Moulay Abdellah, si mes souvenirs sont bons, un match, le meilleur des matchs qu'il pouvait y avoir à ce moment-là, Nigeria-Cameroun. Il y avait 100 spectateurs. Oh, je me rappelle de ça. Voilà. Donc, vous étiez à Rabat, j'étais à Casa, je me rappelle de ça. Aujourd'hui, nous avons des clubs qui font des dizaines de milliers de spectateurs, mais d'autres qui font quelques centaines de spectateurs. Oui. Donc, il faut aussi travailler sur ça de façon à ce que cette culture du sport, cette culture du football, notamment parce que c'est de ça qu'il s'agit, puisse se développer, que le Marocain puisse commencer à apprécier le spectacle. Nous l'apprécions quand il s'agit de championnats d'Europe.
Les cafés sont pleins quand il y a, quand il y a des compétitions européennes. Mais par exemple, quand il y a les équipes africaines, c'est Ali tout à l'heure a parlé des équipes africaines qui viennent jouer leurs éliminatoires au Maroc. Il y a combien de spectateurs sur le terrain? Et pourtant, c'est des matchs importants pour les éliminatoires de la Coupe du Monde et les éliminatoires de la Coupe d'Afrique. Justement, ce n'est pas les mêmes enjeux. Je voudrais savoir. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Aziz Daouda. C'est bien. Bon, c'est très bien. le débat. Non, il a raison, c'est Aziz, même aujourd'hui. Parce que, excusez-moi, je termine juste ma remarque. Ouais. Contrairement aux équipes de notre continent qui viennent faire leur match éliminatoire ici pour des raisons ou d'autres, pour diverses raisons, les enjeux ne sont pas les mêmes. Moi, ce que je dis, c'est que peut-être que s'il y a un match Salvador-Kenya, par exemple, bon, qui n'est peut-être pas la plus grande affiche, avec tout le respect que je dois à ces deux équipes, c'est quand même la fête. Les Marocains pourraient aller, les Espagnols, tout le monde pourrait aller parce que c'est la fête, parce qu'il y a quelque chose autour, parce qu'il y a une communion. Est-ce que vous ne pensez pas ça? Est-ce que vous pensez qu'on risque toujours d'avoir peu de spectateurs s'il n'y a pas de travail? En fait, il y a deux cas de figure qui sont différents. La Coupe d'Afrique et la Coupe du Monde, c'est pas la même chose. La Coupe d'Afrique, effectivement, il faut trouver le moyen de remplir les stades. Aujourd'hui, c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est que la Côte d'Ivoire, on remplit les stades de manière artificielle dans certains stades. Quand ce n'est pas effectivement le pays hôte, il n'y a aucun stade qui était plein. Donc ça, c'est la Coupe d'Afrique. Pour la Coupe du Monde, on va avoir 48 équipes avec 6 pays qui vont organiser, les 3 d'Amérique latine au départ, et puis nous. Ça, il y a la solution, c'est-à-dire de faire une programmation quand on aura les groupes, de telle sorte que justement les pays limitrophes peut-être ou arabes, où on sait qu'on va être intéressé, on va les regarder, viennent jouer au Maroc, parce que ça ne va pas se jouer qu'au Maroc, ça va se jouer au Maroc, en Espagne et au Portugal. Donc, en fait, on est en train de rapprocher les deux rives de la Méditerranée, l'esprit de Cordoue, l'œcuménisme, la tolérance, etc. Parce que quand on dit l'Amérique du Nord, c'est des pays voisins qui vivent ensemble dans une intégration régionale avec le Canada et le Mexique depuis longtemps, dans le cadre de l'ANENA, et qui se sont aidés, etc. C'est une intégration qui est réussie. Là, c'est une opportunité qui s'ouvre pour 2030. Quand on dit, bien sûr, l'Espagne, il y a des projets qui dorment depuis longtemps dans des tiroirs, comme le tunnel entre le Maroc et l'Espagne, certaines choses qui peuvent être réalisées et faire qu'en fait, le bassin méditerranéen et l'esprit des accords de Barcelone voient enfin le jour, parce qu'aujourd'hui, on a une opportunité énorme. On a vu qu'avec l'Espagne, on est en train de se développer énormément au niveau économique, que la France risque de ne plus être le premier partenaire, mais ça risque d'être l'Espagne sur ces 7 prochaines années en tout cas. Et donc, en fait, on doit, pour la Coupe du Monde, se dire ce qui va se jouer en Afrique. On va leur proposer des matchs où ils seront intéressants. Et ceux qui seront intéressants pour l'Europe iront en Europe. Pour la Coupe d'Afrique, c'est une autre situation. Aujourd'hui, on voit toute la ferveur populaire qu'il y a. On voit 5 entraîneurs qui ont été limogés à la suite de résultats qui étaient négatifs au premier tour. Même Gassé, l'Ivoirien, qui se retrouve finalement au second tour, ne sera pas sur le banc de touche. Donc il y a une ferveur populaire extraordinaire du peuple africain autour de son football. Donc l'Afrique, c'est une chose, et je pense que la Coupe du Monde, c'en est une autre. Avec une bonne distribution des cartes, on peut avoir des stades pleins dans les 3 pays. Alors, autre question, on reste toujours sur la géopolitique, je reste avec vous sur la Chine. Le facteur de puissance, vous avez utilisé au moins 3 fois le facteur de puissance pour la Chine, avec son intrusion dans le domaine du sport. Est-ce que... Pour vous, on dit que l'émergence de la Chine s'est faite en 2008, c'est-à-dire après les Jeux Olympiques. L'émergence, c'est-à-dire que l'émergence au sens du public. L'intégration de l'OMC aussi, l'Organisation mondiale. Bien entendu, mais on a beaucoup parlé de la Chine s'est fait vraiment connaître après les Jeux Olympiques. C'était déjà un pays très avancé, mais s'est fait connaître avec ça. Est-ce que vous pensez ça? La Chine, c'est tout un process. D'abord, tout à l'heure, j'ai parlé de Joseph Ney. On le connaît assez bien pour toutes les personnes qui s'intéressent à la géopolitique et connaissent cet auteur et ce penseur. Donc, quand il a écrit son livre en 92, il a été traduit en chinois par les universitaires chinois en 93. C'est-à-dire presque la même année. Vous avez compris le soft power dès le départ. Alors voilà, le soft power, et ils ont déterminé comment la Chine devait agir en soft power par rapport
à la culture en général dans le sport. Maintenant, sur le plan politique, ça c'est les universitaires. Sur le plan politique, ce n'est qu'en 2007 que dans le 17e congrès du Parti communiste, qu'il y a eu cette intégration officielle du soft power culturel chinois dans la politique de la Chine. Donc, juste pour comprendre comment ça a pris des années, mais ça se préparait. Donc, il y avait deux politiques. Donc, cette politique-là chinoise du soft power, et c'est très important d'en parler. Oui, bien sûr. Alors, il y a ce qu'on appelle au début, ils ont dit le développement pacifique. Ça, on est dans la période du président donc Hu Jintao. Donc, c'est le développement pacifique. Ils vont revenir au XVe siècle, c'est-à-dire celui qui a fait la conquête pacifique des mers. Et il y a 600 statues qui vont être érigées. Combiner le sport à la notion de paix. Donc la paix, le développement pacifique. Après, ils sont passés avec Xi Jinping à ce qu'on appelle le rêve chinois. Ils ont posé quelque chose à faire. Ils ont dit le consensus de Pékin qui doit remplacer le consensus de Washington. Et ça, c'est de la politique qui est en train d'être faite. Et dans ce développement-là, tout ce qui est arrivé, que ce soit sur le cinéma, ils ont acheté presque l'une des plus grandes maisons de production de cinéma au niveau des États-Unis, que ce soit au niveau de la culture, que ce soit au niveau de l'éducation. Par exemple, les instituts Confucius, dans le début des années 90, il n'y avait même pas un ou deux dans les pays occidentaux. Le premier qui a été ouvert, je pense, en 93 au niveau de Séoul. Maintenant, on est à presque 500 et quelques. Que ce soit pour le sport, et là, le 2008, on va avoir les Jeux olympiques de Pékin. En 2022, les Jeux olympiques d'hiver de Beijing, c'est ça? Non. C'est Beijing. Beijing, c'est Pékin. Beijing, ouais, ça s'appelle Beijing. Bon. Et puis, il y a d'autres. Donc, ce déterminisme la Chine a pris ce principe-là, mais d'une manière, on va dire, politique. C'est une politique de l'État. Aujourd'hui, est-ce que ça a des limites ou pas? Il y a une certaine ouverture de la Chine. Et bien sûr, il y a la construction, si vous voulez, des terrains, des stades pour montrer que la Chine... En Afrique, celui de la Côte d'Afrique, de la Côte d'Ivoire, il a été construit donc, pour montrer cette présence. Donc tout cela rentre dans une politique générale, donc, dans cette voie de la Chine, cette voie impériale, ou cette troisième voie de la soie, ou cette route de la soie, mais aussi par le sport. Mais il est devenu une politique officielle d'État qu'à partir de 2007. Alors justement, je voulais qu'on parle de ça. J'aimerais bien rebondir un petit peu sur ce qu'a dit Ali. En fait, le développement de la Chine, il s'est fait de manière différente de celui des États-Unis, tout simplement parce que culturellement, l'Occident ne s'identifie pas dans la Chine comme il s'est identifié dans les films western, dans les Ray-Ban et dans les jeans. Donc en fait, le développement de la Chine sur ces dernières décennies, il s'est fait avec l'intention de se refermer à terme. C'est-à-dire qu'on a copié et développé une certaine technologie. Donc on a dépassé certains pays avec l'intention de se refermer. Pourquoi on peut se refermer en Chine et pas aux États-Unis? Parce que c'est quand même un marché d'1,3 milliard d'habitants. Donc la Chine n'essaie pas de devenir autre chose que ce qu'elle est. Par contre, sur le plan financier, avec les BRICS, on essaie justement de faire contrepoids contre le dollar. Excusez-moi, on va pas trop rentrer dans la Chine. Moi, je voulais simplement qu'on fasse, l'approche chinoise n'est pas celle des États-Unis, ne peut pas être celle des États-Unis. Les approches des pays frères du Golfe, l'approche chinoise, de manière à montrer comment on peut développer, comment on peut utiliser ce sport comme levier. Mais on va revenir au Maroc avec vous, Aziz Daouda, et donc sur le soft power, toujours sur le soft power, mais sur le côté diplomatie sportive. Alors, diplomatie sportive, c'est le recrutement de plus en plus important de joueurs de notre continent dans notre championnat, c'est l'admission de jeunes à l'Académie Mohamed VI, c'est aussi avec des personnalités en vue sur le plan international. Et là, je les cite
une partie, le Haj Mohamed Ben Jelloun, que vous avez connu, donc, qui était au CIO, Nawal Moutaoukil, vous êtes actuellement. Bon, votre humilité va en prendre un coup vous-même, ou alors les anciens secrétaires généraux de la CAF, Hicham Arani, Mouad Hajji et d'autres. Omar Barrada, donc un Marocain qui vient d'être mis à la tête, porté à la tête de Manchester United. Est-ce que vous pensez que tous ces personnages-là ont quelque chose à faire? Est-ce qu'ils ont fait quelque chose? Je vous pose la question à vous parce que vous êtes quelque part concerné aussi. En fait, vous vous retrouvez dans cette position quand les gens ont confiance en vous, à titre personnel, mais aussi dans votre pays. Donc, vous n'y passez pas parce que vous n'êtes que vous-même. Vous êtes toujours dans ces instances-là. L'étiquette nationale vous colle à la peau. Vous ne pouvez pas en échapper. C'est ça qui, d'ailleurs, qui vous fait arriver à ce niveau de responsabilité. Vous n'êtes pas isolé. Donc, les personnalités que vous avez citées sont dans les instances où elles sont aujourd'hui, ou travaillez dans ces instances-là, parce qu'elles représentaient quelque part le Maroc. Bon, maintenant, une fois que vous êtes porté à cette responsabilité, vous devez non pas vous défaire de cette nationalité, vous devez continuer à la servir, mais servir aussi le continent ou l'instance qui vous a élu. Et c'est en ça que vous devenez ambassadeur de votre pays, parce qu'à travers vos agissements, on apprécie votre pays derrière. Voilà. Vous voyez, et c'est une très lourde responsabilité. Le Maroc a beaucoup apporté. D'ailleurs, il y a plein de cadres marocains qui sont dans des instances internationales et qui pourraient l'être. Mais malheureusement, c'est au niveau national qu'on n'accorde pas autant d'importance à ces choses-là. Parce que je pense, et je suis persuadé que quasiment dans tous les sports, on a des Marocains qui pourraient jouer un rôle à l'échelle internationale et continentale. 30 secondes pour vous, 30 secondes pour vous. Après, c'est la fin de l'émission. Voilà, le Maroc, il a ses diplomates, de par le sport, de par ses dirigeants. Nous sommes très contents de ce qu'a apporté Aziz Daouda au sport marocain, à l'athlétisme marocain. Rapidement, je me rappelle en 84, les Jeux Olympiques de Los Angeles, quand on voyait ça. On s'en rappelle tous, on était tous réveillés à 5 h du matin. On s'en rappelle tous, bien sûr qu'on s'en rappelle. Et c'est très beau de porter le drapeau du Maroc là où on va, que ce soit par les sportifs ou par ceux qui dirigent le sport. Je sais qu'il n'est pas temps qu'on lui rappelle ça, mais c'est pas grave. En réalité, n'importe quel sport, dans n'importe quel sport, on va dire que le sport ne réussit pas sans les dirigeants et les dirigeants ne réussissent pas sans le sport. D'accord. Donc si Aziz, aujourd'hui il est connu et reconnu sur la scène africaine en tant que grand spécialiste de l'athlétisme, c'est parce que les résultats, quand il était à la tête de l'athlétisme marocain, étaient exceptionnels. Donc il a donc cette aura au niveau continental et c'est normal que quand il s'exprime en même temps au nom de l'Afrique et en même temps au nom du Maroc. Merci à vous trois d'avoir été avec nous. Merci Ali El-Harifi, merci. C'est Aziz Daouda, merci. C'est Khalid Doumo. Merci, c'est Aziz. Merci à vous de nous avoir suivis et on continue et avec nos lions de l'Atlas pour les prochains matchs. À la semaine prochaine. Merci.